Chapitre 5. Je n'eus que le temps de replacer sur la table le malencontreux document. Le professeur Lindenbrock paraissait profondément absorbé. Sa pensée dominante ne lui laissait pas un instant de répit. Il avait évidemment scruté, analysé l'affaire, mis en œuvre toutes les ressources de son imagination pendant sa promenade, et il revenait appliquer quelques combinaisons nouvelles. En effet, il s'assit dans son fauteuil, et la plume à la main, il commença à établir des formules qui ressemblaient à un calcul algébrique. Je suivais du regard sa main frémissante. Je ne perdais pas un seul de ses mouvements. Quelque résultat inespéré allait-il inopinément se produire? Je tremblais, et sans raison, puisque la vraie combinaison, la seule, étant déjà trouvée, toute autre recherche devenait forcément vaine. Pendant 3 longues heures, mon oncle travailla sans parler, sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant 1000 fois. Je savais bien que s'il parvenait à arranger ces lettres suivant toutes les positions relatives qu'elles pouvaient occuper, la phrase se trouverait faite. Mais je savais aussi que 20 lettres seulement peuvent former 2 quintillions 432 quadrillions 902 trillions 8 milliards 176 640 000 combinaisons. Or, il y avait 132 lettres dans la phrase, et ces 132 lettres donnaient un nombre de phrases différentes composé de 133 chiffres au moins, nombre presque impossible à énumérer et qui échappe à toute appréciation. J'étais rassuré sur ce moyen héroïque de résoudre le problème. Cependant le temps s'écoulait, la nuit se fit, les bruits de la rue s'apaisèrent, mon oncle, toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien, pas même la bonne Marthe qui entr'ouvrit la porte, il n'entendit rien, pas même la voix de cette digne servante disant « Monsieur soupera-t-il ce soir ?» Aussi Marthe dut-elle s'en aller sans réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant quelques instants, je fus pris d'un invincible sommeil, et je m'endormis sur un bout du canapé tandis que mon oncle Lindenbrock calculait et raturait toujours. Quand je me réveillai le lendemain, l'infatigable piocheur était encore au travail. Ses yeux rouges, son teint blafard, ses cheveux entremêlés sous la main fiévreuse, ses pommettes empourprées indiquaient assez la lutte terrible avec l'impossible, et dans quelle fatigue de l'esprit, dans quelle contention du cerveau les heures durent s'écouler pour lui. Vraiment, il me fit pitié. Malgré les reproches que je croyais être en droit de lui faire, une certaine émotion me gagnait. Le pauvre homme était tellement possédé de son idée qu'il oubliait de se mettre en colère. Toutes ses forces vives se concentraient en un seul point, et comme elles ne s'échappaient pas par leur exutoire ordinaire, on pouvait craindre que leur tension ne le fît éclater d'un instant à l'autre. Je pouvais d'un geste desserrer cet étau de fer qui lui serrait le crâne, d'un mot seulement, et je n'en fis rien. Cependant j'avais bon cœur, pourquoi restais-je muet en pareille circonstance, dans l'intérêt même de mon oncle? Non, non, répétai-je, non, je ne parlerai pas. Il voudrait y aller, je le connais, rien ne saurait l'arrêter. C'est une imagination volcanique, et pour faire ce que d'autres géologues n'ont point fait, il risquerait sa vie. Je me tairai, je garderai ce secret dont le hasard m'a rendu maître. Le découvrir, ce serait tuer le professeur Lindenbrock. Qu'il le devine s'il le peut. Je ne veux pas me reprocher un jour de l'avoir conduit à sa perte. Ceci résolu, je me croisai les bras et j'attendis. Mais j'avais compté sans un incident qui se produisit à quelques heures de là. Lorsque la bonne Marthe voulut sortir de la maison pour se rendre au marché, elle trouva la porte close. La grosse clé manquait à la serrure. Qui l'avait ôtée? Mon oncle, évidemment, quand il rentra la veille après son excursion précipitée. Était-ce à dessein? Était-ce par mégarde? Voulait-il nous soumettre aux rigueurs de la faim? Cela m'eût paru un peu fort. Quoi? Marthe et moi, nous serions victimes d'une situation qui ne nous regardait pas le moins du monde? Sans doute, et je me souvins d'un précédent de nature à nous effrayer. En effet, il y a quelques années, à une époque où mon oncle travaillait à sa grande classification minéralogique, il demeura 48 heures sans manger, et toute sa maison dut se conformer à cette diète scientifique. Pour mon compte, j'y gagnais des crampes d'estomac fort peu récréatives chez un garçon d'un naturel assez vorace. Or, il me parut que le déjeuner allait faire défaut comme le souper de la veille. Cependant, je résolus d'être héroïque et de ne pas céder devant les exigences de la faim. Marthe prenait cela très au sérieux et se désolait, la bonne femme. Quant à moi, l'impossibilité de quitter la maison me préoccupait davantage et pour cause, on me comprend bien. Mon oncle travaillait toujours. Son imagination se perdait dans le monde des combinaisons. Il vivait loin de la terre et véritablement en dehors des besoins terrestres.
Vers midi, la faim m'aiguillonna sérieusement. Marthe, très innocemment, avait dévoré la veille les provisions du garde-manger. Il ne restait plus rien à la maison. Cependant, je tins bon. J'y mettais une sorte de point d'honneur. 2 heures sonnèrent. Cela devenait ridicule, intolérable même. J'ouvrais des yeux démesurés. Je commençais à me dire que j'exagérais l'importance du document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il verrait là une simple mystification, qu'au pis-aller on le retiendrait malgré lui, s'il voulait tenter l'aventure, qu'enfin il pouvait découvrir lui-même la clé du chiffre, et que j'en serais alors pour mes frais d'abstinence. Ces raisons me parurent excellentes, que j'eusse rejetées la veille avec indignation. Je trouvais même parfaitement absurde d'avoir attendu si longtemps, et mon parti fut pris de tout dire. Je cherchai donc une entrée en matière, pas trop brusque, quand le professeur se leva, mit son chapeau et se prépara à sortir. Quoi? Quitter la maison? Et nous enfermer encore? Jamais. Mon oncle, dis-je. Il ne parut pas m'entendre. Mon oncle Lindenbrock, répétai-je en enlevant la voix. Hein? Fit-il comme un homme subitement réveillé. Eh bien, cette clé. Quelle clé? La clé de la porte? Mais non, m'écriai-je, la clé du document. Le professeur me regarda par-dessus ses lunettes. Il remarqua sans doute quelque chose d'insolite dans ma physionomie, car il me saisit vivement le bras, et sans pouvoir parler, il m'interrogea du regard. Cependant, jamais demande ne fut formulée d'une façon plus nette. Je remuai la tête de haut en bas. Il secoua la sienne avec une sorte de pitié, comme s'il avait affaire à un fou. Je fis un geste plus affirmatif. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat, sa main devint menaçante. Cette conversation muette dans ces circonstances eût intéressé le spectateur le plus indifférent. Et vraiment, j'en arrivai à ne plus oser parler, tant je craignais que mon oncle ne m'étouffât dans les premiers embrassements de sa joie. Mais il devint si pressant qu'il fallut répondre. Oui, cette clé, le hasard. Que dis-tu? S'écria-t-il avec une indescriptible émotion. Tenez, dis-je en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit. Lisez. Ah, mais cela ne signifie rien, répondit-il en froissant la feuille. Rien en commençant à lire par le commencement, mais par la fin. Je n'avais pas achevé ma phrase que le professeur poussait un cri, mieux qu'un cri, un véritable rugissement. Une révélation venait de se faire dans son esprit, il était transfiguré. Ah! Ingénieux Saknussemm, s'écria-t-il, tu avais donc d'abord écrit ta phrase à l'envers. Et se précipitant sur la feuille de papier, l'œil trouble, la voix émue, il lut le document tout entier, en remontant de la dernière lettre à la première. Il était conçu en ces termes. In sneffels ioculis craterem quem delibat umbras cartaris, iuli intra calendas descende, audas viator et terrestre centrum attinges. Cod feci, Arne Saknussemm. Ce qui de ce mauvais latin peut être traduit ainsi: descends dans le cratère du Yocul de Sneffels que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre, ce que j'ai fait. Arne Saknussemm. Mon oncle, à cette lecture, bondit comme s'il eût inopinément touché une bouteille de Leyde. Il était magnifique d'audace, de joie et de conviction. Il allait et venait, il prenait sa tête à 2 mains, il déplaçait les sièges, il empilait ses livres, il jonglait, c'est à ne pas le croire, avec ses précieuses géodes. Il lançait un coup de poing par-ci, une tape par-là. Enfin ses nerfs se calmèrent, et comme un homme épuisé par une trop grande dépense d'énergie, il retomba dans son fauteuil. Quelle heure est-il donc? Demanda-t-il après quelques instants de silence. 3 heures, répondis-je. Tiens, mon dîner a passé vite. Je meurs de faim. À table. Puis ensuite. Ensuite, tu feras ma malle. Hein? M'écriai-je. Ma malle et la tienne, répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger.